J'ai critiqué les nombreuses guerres sans fin des États-Unis et soutenu que les États-Unis et l'Iran risquaient une guerre désastreuse sans solution diplomatique. Et cela a fait de moi l'ennemi des nouveaux conservateurs à Washington qui faisaient pression en faveur de toutes ces guerres. Pendant longtemps, ils m'ont attaqué, tenté de me discréditer et m'ont accusé de toutes sortes de choses fausses, comme d'être un agent du gouvernement iranien. Ils ont surtout échoué. Cela m'a forcément coûté, sans aucun doute, mais ce n'est que maintenant que je vois qu'ils ont vraiment fait monter les choses au point d'essayer de s'en prendre à ma carte de résident permanent. Je suis honoré d'accueillir aujourd'hui dans le studio un invité spécial, Monsieur Trita Parsi. C'est l'un des plus grands experts mondiaux des relations entre les États-Unis et l'Iran et il est le cofondateur et vice-président exécutif du Quincy Institute. C'est un auteur primé. Il tient une excellente page Substack que je vous encourage vraiment à découvrir. Je vais mettre les liens dans la description ci-dessous. Et il a passé des décennies à étudier la relation complexe entre Washington, Téhéran et le Moyen-Orient au sens large. Trita, bienvenue dans l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'apprécie vraiment. Absolument. Cela faisait longtemps que je voulais vous inviter dans l'émission et je suis ravi de pouvoir discuter avec vous maintenant, car le moment est idéal. Vous savez, on vient de voir Donald Trump signer ce grand accord à Paris en ce moment, ironiquement à Versailles. Et vous savez, j'aimerais en parler un peu, enfin, on va y revenir dans un instant. Mais ce qui m'a vraiment marqué ici, c'est qu'il semble que vous ayez été victime d'une attaque potentielle de l'administration Trump. Certaines personnes ont tenté de faire révoquer votre carte de résident permanent aux États-Unis et de vous expulser, cherchant à vous réduire au silence en raison de vos critiques contre cette guerre. Je vous donne donc la parole. Il est important de partager ces informations avec nos invités pour que plus de gens sachent ce qui se passe. Pouvez-vous nous en dire plus? Absolument. Et merci de me donner l'opportunité non seulement de participer à l'émission, mais aussi d'aborder cette question. Oui. Alors écoutez. Depuis 20 ou 25 ans, je suis à Washington, et j'ai vivement critiqué les nombreuses guerres sans fin menées par les États-Unis. Bien avant que cela ne devienne à la mode. J'ai longtemps affirmé que sans solution diplomatique, les États-Unis et l'Iran allaient vers une guerre désastreuse. J'ai conseillé de façon informelle l'administration Obama pendant les négociations du JCPOA. J'ai rédigé mon 3e livre qui en détaille précisément le déroulement. Et cela a fait de moi l'ennemi des néoconservateurs à Washington qui militaient pour toutes ces différentes guerres. Pendant longtemps, ils m'ont attaqué, tenté de me discréditer et m'ont accusé de choses fausses. Je suis un agent du gouvernement iranien, ce genre de choses, pour me rendre infréquentable et éviter que je sois invité dans des podcasts comme le vôtre. Ils ont surtout échoué. Cela m'a quand même coûté quelque chose, c'est certain, mais en même temps, ils ont finalement échoué. Mais ce n'est que maintenant que je vois qu'ils ont vraiment fait monter la situation d'un cran jusqu'à essayer de s'en prendre à ma carte verte et ce genre de choses. Et je ne pense pas que c'était l'administration Trump. Certains éléments existaient dans l'administration Trump. Et il y avait certains éléments en dehors de l'administration Trump, comme Laura Loomer, qui a tweeté et demandé que je sois expulsé, incitant Marco Rubio à le faire. Et il semble que, vous savez, quand cet article à charge est paru dans Free Press, qui disait qu'il y avait une enquête contre moi au département d'État, cela n'a pris que quelques heures. Le département d'État a lui-même démenti cela, affirmant ne pas vouloir révoquer ma carte verte. Et cela était en partie dû à une énorme indignation lorsque cette histoire a éclaté. Mais aussi parce qu'il y avait des gens dans l'administration Trump qui étaient totalement opposés à cela, et qui ont examiné la situation. Je ne connais pas exactement tous les détails de ce qui s'est passé. Mais mon impression et mon soupçon sont qu'il y avait essentiellement un élément incontrôlé au sein du département d'État qui voulait faire avancer cela. Et il pensait que c'était une bonne idée. Combiné avec les tweets de Laura Loomer, ce reportage à charge pouvait être utile. Pas dans le sens où il y avait une enquête, mais dans le sens où cela pouvait en déclencher une. Mais il me semble que cela s'est complètement retourné contre eux. Car au lieu de cela, le département d'État a publiquement démenti tout cela, et a mis fin à cette affaire. C'est un peu plus complexe que de dire qu'il y avait une administration Trump. Il y a certainement des éléments à l'intérieur. Et il y a maintenant cette approche de l'administration Trump, dans laquelle ils soutiennent qu'il existe une sorte de loi. Je ne connais pas les détails de la loi qui dit que si le secrétaire d'État estime que vous avez porté atteinte à l'intérêt national des États-Unis, ils peuvent révoquer votre green card. Dans mon cas, c'est parce que je critique la guerre et les politiques israéliennes. C'est du moins ce qu'ils tentèrent de faire. Il semble clair que ce n'est pas ce que le département d'État cherche à faire pour l'instant. Ouais. Eh bien, je pense que ce qui est bien, c'est que, comme tu l'as dit, il y a eu une énorme indignation parce que, tu sais, évidemment, tu as une voix importante. Comme je l'ai dit, tu as une excellente newsletter Substack que j'aime lire. Et, tu sais, je veux dire, tu as une grande présence médiatique. Je suis content qu'on puisse combattre ça avec les réseaux sociaux et les plateformes.
Et je pense que beaucoup de gens commencent vraiment à, tu sais, ils cherchent ces sources alternatives parce qu'ils savent que la vérité n'est pas dite dans les médias traditionnels. Elle n'est pas dite par notre président et notre gouvernement. Cette expérience a-t-elle modifié ta vision de la liberté d'expression et de la dissidence politique aux États-Unis aujourd'hui? Donc, je veux dire, écoute, j'ai vu au cours des 20 dernières années et plus que les choses se sont simplement détériorées. Et ce n'est pas seulement la question de la liberté d'expression, même si c'est un sujet très crucial, mais c'est aussi, tu sais, l'ambiance, le niveau du débat. Tu sais, quand tu regardes certains des débats présidentiels des années 70 et 80, tu es impressionné parce que, waouh, tu peux être d'accord ou pas. Mais il y avait vraiment un tout autre niveau de discours. Il y avait une autre dignité. En ce moment, il n'y a aucun débat de fond. Lancer des accusations est un outil très efficace pour faire taire les gens. Même si nous sommes probablement sortis de la pire époque de la cancel culture, je ne dirais pas pour autant que nous sommes là où nous devrions être en ce qui concerne le niveau du débat. En même temps, laisse-moi aussi dire ceci. J'ai grandi en Europe, et l'Europe avait autrefois un débat beaucoup plus diversifié sur certaines questions, notamment sur le Moyen-Orient, que les États-Unis. Je dirais qu'à l'heure actuelle, en grande partie grâce aux médias alternatifs, le débat aux États-Unis est bien meilleur qu'en Europe, dans la plupart des pays européens, en ce qui concerne la politique étrangère. Je ne traite pas des questions intérieures, donc je n'en parle pas. Mais sur la politique étrangère, je suis stupéfait de la détérioration de la situation en Europe et sur bien d'autres sujets. Et c'est particulièrement frappant parce que cela a commencé dans une position bien plus forte que celle des États-Unis. Et cela m'inquiète vraiment beaucoup, parce que ce qui se passe aux États-Unis a tendance à avoir des répercussions ailleurs. Parfois, cela devient une version encore plus exagérée de ce que nous avons aux États-Unis, ce que l'on voit actuellement en Europe. Oui, c'est vrai, vous avez soulevé un point intéressant concernant les débats présidentiels des années 60. J'ai en fait vu un excellent extrait du président Obama, ou plutôt je crois qu'il était vice-président à l'époque, et de Mitt Romney. Je pense que c'était lors du débat de 2008 et c'était tellement différent. Je veux dire, ils étaient tellement courtois. Mitt Romney avait lancé la discussion, je crois que c'était l'anniversaire d'Obama. Il a dit, Monsieur le sénateur, vous savez, Joyeux anniversaire. c'est un honneur de passer la journée à débattre avec vous. J'étais là me demandant ce que c'était très étrange pour moi. C'est incroyable. Oui, exactement. Il n'y a pas besoin de remonter si loin pour voir à quel niveau c'était avant et à quelle vitesse ça s'est détérioré. Alors, Tu sais, et c'est aussi le genre de divertissement racoleur et commercialisé dans les médias grand public qui est en partie responsable de ça. Je ne leur mettrai pas toute la faute dessus, mais à mes yeux, ils ne sont en aucun cas innocents. oui, non, c'est sûr. Et je pense, tu sais, un point intéressant, c'est ce que tu as dit. Ce qui se passe en États-Unis a tendance à déborder dans d'autres pays, n'est-ce pas? On voit cette influence. Donc, est-ce que tu es un peu inquiet par rapport au fait que, tu sais, le chaos qui a été déclenché ces 18 derniers mois avec Donald Trump et la Maison-Blanche, bien sûr, on voit vraiment que c'est juste du chaos. C'est vraiment le seul mot pour le décrire. Penses-tu que cela va aussi représenter un danger pour le reste du monde, que les États-Unis, qui sont censés être le leader mondial, aient une situation aussi chaotique en ce moment? Oui, je m'en inquiète pour plusieurs raisons. Honnêtement, je dirais que ce n'est pas seulement sous l'administration Trump. Je pense qu'on a vu une détérioration générale. Et évidemment, je pense que c'est pire maintenant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne vois pas vraiment de processus décisionnel. C'est très problématique dans le sens où sans processus politique, on ne prend pas de bonnes décisions. Oui, le processus peut être très lourd. Parfois, cela peut prendre trop de temps. Mais il faut ces garde-fous et contre-pouvoirs, cette remise en question, toutes ces choses venant de plusieurs directions différentes pour s'assurer que, lorsque vous prenez des décisions importantes, vous avez vraiment réfléchi à tout. Et je pense que la guerre avec l'Iran est un parfait exemple d'une décision vraiment stupide qui a réussi à passer à travers le processus parce que le processus était tellement défaillant. Ce n'est bien sûr pas la seule raison pour laquelle cette décision a été prise, mais le processus était tellement défaillant que le président n'a même pas pris en compte beaucoup de renseignements provenant des services de renseignement américains et a préféré écouter les Israéliens. C'est en partie la raison pour laquelle Joe Kent a démissionné. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il faisait son travail, mais que ses rapports n'arrivaient pas sur la table parce qu'ils étaient tout simplement écartés, et que les Israéliens pouvaient contourner les services de renseignement américains et aller directement voir le président, ce qui n'est vraiment pas une bonne chose, sous quelque forme que ce soit. Nous sommes actuellement dans une situation très mauvaise. Je dirais aussi que nous avons vu cela sous Biden, surtout sur Gaza, où 2 ou 3 personnes à la Maison-Blanche ont pris la décision, excluant les autres. Et il y avait une opposition massive.
Une opposition massive au sein même de la Maison-Blanche, contre ce soutien sans fin à Israël, alors qu'il menait un génocide. Mais personne ne pouvait accéder au président. Le président avait simplement pris sa décision et n'écoutait personne. Il n'autorisait même pas que des informations puissent encore lui parvenir. Et c'est le genre de choses auxquelles on s'attendait sous l'administration Trump. Mais cela s'est aussi produit sous Biden. Donc je pense qu'il faut être très honnête et comprendre que nous avons un problème systémique. Ce n'est pas qu'une question d'individu ou de parti, mais un problème systémique nécessitant une solution systémique. Oui, c'est très bien dit. Vous savez, je voudrais parler de cette guerre avec l'Iran et de ce mémorandum qui a été signé. Quelles sont vos premières impressions à ce sujet? Je veux dire, je pense qu'il y a évidemment un certain soulagement parce que vous savez, c'était clairement une mauvaise décision d'y entrer, mais y mettre fin est certainement la bonne chose à faire. Je veux dire, il n'y a aucune façon de continuer ainsi. Mais Vous savez, quand on regarde ces 14 points, évidemment, Donald Trump revendique une victoire. Les républicains se réjouissent. Mais qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous cela? Qu'en retirez-vous? Eh bien, je pense que beaucoup de choses... Je pense que les attentes autour de ce protocole d'accord ont été tellement exagérées parce qu'il a été tellement difficile d'y parvenir. Donc les gens croient que c'est la moitié de l'accord et que le reste suivra. Ce n'est pas le cas. C'est comme fixer les paramètres de ce que devrait être l'accord, établir un cadre. Nous ne connaissons pas tout son contenu. Donc, les gens qui disent « Vous savez que Trump donne tout aux Iraniens ». Nous ne savons pas quelles seront les concessions nucléaires. Nous savons juste que les paramètres de l'accord prévoient que toutes sortes de sanctions seront sur la table. Nous ignorons si elles seront toutes levées, mais toutes seront envisagées, y compris les sanctions primaires qui empêchent les entreprises américaines de faire des affaires en Iran. Et cela pourrait en fait être tout à fait acceptable, selon ce que Trump parvient à obtenir des Iraniens sur le plan nucléaire. Il pourrait ainsi décrocher un gros accord avec de nombreuses concessions nucléaires, mais devra en contrepartie faire de grandes concessions sur les sanctions. C'est justement à cela que servent leurs sanctions, à être échangées. Donc, ce que nous avons exposé dans le protocole d'accord, c'est essentiellement à quoi peuvent ressembler les paramètres de cet échange. Et beaucoup de gens, vous savez, paniquent, parce que cela donne des détails sur les sanctions, mais pas sur le volet nucléaire. Et il y a une logique à cela, parce que les questions nucléaires sont très techniques. On ne peut pas entrer trop dans les détails dans ce mémorandum. C'est à cela que servent les 60 prochains jours. Vous pouvez dire publiquement que nous sommes prêts à mettre toutes les sanctions sur la table pour obtenir ce que nous voulons sur le nucléaire. Ce n'est pas une question complexe, ce n'est pas technique, et il n'y a rien de mal à cela. Car il serait pire de dire « Nous voulons tout de vous sur le nucléaire, mais nous ne lèverons que certaines sanctions, pas toutes. » En résumé, nous avons ce soi-disant levier, mais nous ne sommes pas prêts à tout utiliser. Je pense que comme il a fallu longtemps pour parvenir à ce protocole d'accord et que Donald Trump l'a trop vanté, les gens croient mis à tort que c'est l'accord, alors que ce n'est pas le cas. Ceci est le cadre et une voie vers un accord. Quel sera le résultat final? Nous devrons le voir plus tard. Certaines critiques de l'accord sont, à mon avis, tout simplement de mauvaise foi. Et je suis très déçu de voir certains sénateurs démocrates, qui avaient joué un rôle fantastique auparavant dans le cadre du JCPOA, se retourner maintenant et jouer exactement le même rôle destructeur que les législateurs républicains en 2015, lorsqu'ils s'y sont automatiquement opposés sans en connaître les détails, puis ont lancé de nombreuses attaques de mauvaise foi contre lui. Par exemple, lorsqu'il est dit qu'il y aurait un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Iran, ils confondent cela et affirment que les contribuables américains vont donner de l'argent. Rien n'indique que ce soit le cas. Ils ont précisé que ce seront très probablement les pays du CCG, c'est-à-dire les voisins de l'Iran. Cela n'empêche personne d'autre d'y participer. Ce sera probablement en grande partie privé. Eh bien, vous venez juste de sortir d'une guerre. Plus de 300 milliards de dollars de dégâts ont été infligés. Donc, évidemment, l'une des exigences que les Iraniens vont avoir, sachant qu'ils n'ont pas perdu cette guerre, c'est de s'assurer qu'il existe un mécanisme pour la reconstruction. Une partie du problème avec cette reconstruction est que les sanctions américaines la bloquent en Iran. Ils ont donc exigé que cela soit inclus, leur demande initiale étant des réparations. Ils demandaient que les États-Unis paient les dégâts, ce qui n'est pas illégitime, mais les États-Unis refuseraient toujours. À la place, il y a un fonds d'investissement. Maintenant, si les pays du CCG veulent investir dans la reconstruction de l'Iran et qu'ils veulent aller dans le sens d'une intégration économique avec l'Iran, comme une sorte de tampon. Pour éviter toute nouvelle guerre, après tant de destruction pour les deux camps, c'est positif. Nous devrions nous en réjouir. Nous devrions être heureux que ces pays prennent des mesures responsables pour limiter le risque de guerre à l'avenir.
et en particulier pour ceux qui ont exprimé beaucoup de sympathie pour le peuple iranien, étant donné que le gouvernement iranien a été si répressif et que nous avons vu des tueries de masse les 8 et 9 janvier. Eh bien, comment pouvez-vous être cohérent dans votre volonté de soutenir le peuple iranien si vous êtes contre le fait qu'il reçoive un fonds de reconstruction qui peut reconstruire son économie et son pays? C'est tout simplement complètement hypocrite. Et c'est tellement fatigant de voir que même sur des questions aussi cruciales, qui concernent littéralement la vie ou la mort, cela devient si partisan et si politisé. J'ai écrit sur le Substack tard hier soir, lors d'un de mes coups de gueule en colère. J'ai souligné que ce serait aussi une chose très stupide à faire pour certains démocrates d'un point de vue stratégique. Parce que si ces attaques de mauvaise foi contre le protocole d'accord finissent par faire s'effondrer l'entente, qu'il n'y a plus d'accord et que la guerre reprend, ce ne sera plus seulement la guerre de Trump, ce sera aussi la guerre de ceux qui ont saboté sa sortie, y compris certains démocrates. Ils sont innocents ici. Ils ne soutenaient pas cette guerre, ni n'ont poussé Trump à y entrer. C'est vraiment la guerre de Trump. C'est son désastre. Il en porte la responsabilité. Mais ce sera aussi leur désastre s'ils continuent avec cette approche. Donc, même d'un point de vue purement politique et intéressé, cela n'a vraiment aucun sens à mon avis. Oui, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien dit. Et je pense qu'il y a un peu d'optimisme là-dedans. Vous savez, 60 jours pour, vous savez, élaborer le cadre. J'aime ta façon d'expliquer que nous avons mis toutes les sanctions sur la table, ce qui a du sens. Je veux dire, si on va, tu sais, faire un échange pour l'uranium là-bas et, tu sais, sortir un certain type d'armes nucléaires ou de matières nucléaires, c'est intéressant parce qu'on dirait vraiment que l'Iran est dans une bien meilleure position aujourd'hui qu'il ne l'était le 27 février. Est-ce que c'est aussi ta conclusion? Tu sais, évidemment, Trump s'est rendu, mais est-ce que l'Iran a gagné dans le sens où ils sont dans une position beaucoup plus forte et qu'ils vont avoir, tu sais, par exemple, je veux dire, la levée des sanctions américaines n'était pas envisageable avant, mais à cause de la guerre de Trump, ça l'est. Est-ce que c'est une grande victoire pour l'Iran? Les sanctions étaient déjà sur la table avant, mais probablement pas dans la même mesure qu'aujourd'hui. Je pense que le prix a augmenté. Je ne sais pas exactement quel sera le résultat final en termes de ce qui sera échangé sur le plan nucléaire, mais il y avait un accord sur la table le 27 février, Trump aurait dû l'accepter. Les Omanais ont servi de médiateur. Il était plus solide que le JCPOA, il a dit non et a préféré partir en guerre. Énorme erreur. Je pense que certains aspects de cet accord restent en discussion, voire renforcés. Mais le prix à payer pour cela, le nombre de sanctions à lever, a naturellement augmenté pour une raison très simple. Les États-Unis n'ont pas gagné cette guerre. C'est simplement comme ça. On ne peut pas perdre une guerre et attendre une meilleure position de négociation. Ce qui est la base de certaines critiques du protocole d'accord disant que c'est pire qu'avant. C'est certain. Qu'est-ce qui vous étonne là-dedans? On ne peut pas partir du principe politique que la guerre va aussi mal se passer et qu'ensuite on sera dans une meilleure position de négociation. Ce n'est tout simplement pas comme ça que les choses fonctionnent dans le monde. Mais je pense tout de même que les Iraniens en sortent stratégiquement renforcés sur certains aspects. Tout d'abord, maintenant nous savons, et désormais, eux aussi le savent. Je ne pense pas qu'ils le savaient. Je crois qu'ils se sont eux-mêmes surpris. Leur efficacité à fermer le détroit d'Ormuz a surpris tout le monde, y compris eux-mêmes. Et étant donné cela, nous savons maintenant que toute attaque contre l'Iran aura des conséquences très graves. Mais permettez-moi aussi de nuancer un peu cela. Les Israéliens ont attaqué l'Iran en 2024 à 2 reprises, en avril et en octobre. En 2025, les Israéliens ont déclenché une guerre contre l'Iran qui a duré 12 jours. Les États-Unis ont mis fin à la guerre au 9e jour, je crois, et ont bombardé ses installations nucléaires. Les Iraniens n'ont pas fermé le détroit d'Ormuz. Mais cette fois-ci, lorsque les États-Unis ont essentiellement déclaré qu'il s'agissait d'une guerre existentielle, qu'il s'agissait d'éliminer complètement le régime, d'obtenir leur capitulation totale, Trump a utilisé le mot reddition à plusieurs reprises. Les Iraniens l'ont vu comme une menace existentielle. Il y eut des discussions sur le soutien à des groupes séparatistes ethniques dans les zones frontalières, puis ils ont fermé le détroit d'Ormuz. Ils ne l'avaient pas fait, même lors de la guerre précédente. Mais lorsqu'ils ont réellement perçu une menace existentielle, c'est là qu'ils l'ont fait. Je pense qu'il est important de comprendre cela, car ce serait une grosse erreur. Et franchement, je trouve peu probable que les Iraniens commencent à fermer le détroit d'Ormuz n'importe comment pour des différentes mineures. Je ne pense pas que ce soit le scénario que nous allons voir. Cela veut dire qu'en cas de menace existentielle, ils ont cette option. Et franchement, il se peut qu'ils n'aient plus cette carte à l'avenir, dans le sens où d'autres mesures seront prises avec plus de prudence si quelqu'un, à mon avis, est assez insensé pour déclencher une guerre. Mais donc, je pense qu'il est important de comprendre que c'est un peu comme les armes nucléaires.
Je fais partie des critiques des armes nucléaires. Je ne pense pas qu'elles aient tant de valeur que ça. Je ne les considère pas comme un moyen de dissuasion fort, et je ne suis pas tellement convaincu qu'elles soient non plus un énorme facteur de dissuasion. Parce que rien que ces 2 ou 3 dernières années, l'Iran, qui ne possède pas d'armes nucléaires, a en fait attaqué ou répondu militairement 2 pays, en fait 3 pays qui possèdent des armes nucléaires, les États-Unis, Israël, mais aussi le Pakistan. Les armes nucléaires pakistanaises n'ont pas empêché l'Iran de lancer des missiles sur le Pakistan après une attaque transfrontalière menée par un groupe terroriste contre l'Iran. Les Pakistanais ont aussi riposté par des missiles. Mais le Pakistan, puissance nucléaire, n'a pas dissuadé l'Iran d'agir. Donc, je pense qu'il y a une exagération. Je ne rejette pas complètement la valeur dissuasive des armes nucléaires, mais la valeur de contrainte des armes nucléaires, je pense qu'elle est très, très limitée. Et je pense que les Iraniens vont aussi s'en rendre compte concernant le détroit, que c'est très dangereux s'ils commencent même à proférer cette menace pour d'autres scénarios qui sont bien moins graves qu'une menace existentielle. Mais compte tenu de tout, oui, ils sont arrivés à une position plus forte. Cette position plus forte, et c'est très important à mon avis, ne sera vraiment assurée que s'il y a un accord. Parce que s'il n'y a pas d'accord, et qu'ils transforment les avantages qu'ils ont obtenus grâce à cette guerre en un nouvel ordre incontesté dans la région, alors tout ce qu'ils ont accompli peut aussi facilement être perdu. Et cela est très important. C'est ce que vous savez. Toutes les guerres finissent par une forme de négociation qui cherche à verrouiller le nouvel équilibre. Et à moins qu'il n'y ait un accord final, alors il n'y a pas de nouvel équilibre, du moins pas un équilibre incontesté. Et ce conflit continue. Donc c'est en partie la raison pour laquelle je suis un peu hésitant à dire qu'ils s'en sortent vainqueurs, parce que l'histoire n'est pas encore terminée. Mais jusqu'à présent, absolument. Ils ont obtenu des avantages qu'ils n'avaient pas auparavant. Tu sais, Joe, parlons du facteur X ici, qui selon moi est Israël, parce que nous savons que, je pense que tu sais, Netanyahou et Israël ne seraient certainement pas contents de ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup de spéculations sur le fait qu'Israël pourrait bientôt faire capoter cet accord en poursuivant peut-être ses attaques au Liban. Une partie du territoire y est toujours occupée. Une grande partie de ce territoire reste occupée par Israël. Que penses-tu de ce facteur X qu'est Israël? Crois-tu qu'ils pourront se contrôler et arrêter cela? Vont-ils tout faire pour faire échouer cet accord? Les Israéliens sont la plus grande menace pour cet accord, peut-être avec les grands médias américains. Mais ils sont la plus grande menace pour ce mémorandum, et pour mettre fin à cette guerre. Et ils ont des raisons évidentes de saboter l'accord. La question est de savoir si l'administration Trump peut instaurer des mesures dissuasives claires pour empêcher les Israéliens d'agir ainsi. La raison pour laquelle ils ont ces motivations, c'est que cela serait une catastrophe pour les Israéliens de leur point de vue. Ils veulent un équilibre artificiel des forces dans la région qui leur donne une liberté totale de manœuvre, leur permettant de frapper des pays de la région en toute impunité et souvent sans le soutien des Américains. C'est la liberté de manœuvre dont ils bénéficient actuellement au Liban. Ils en ont profité en Syrie pendant des années. Ils continuent d'en profiter en Syrie depuis des années. Et ils l'ont, bien sûr, dans les territoires palestiniens occupés. Ensuite, ils ont à leur immédiat est la Jordanie, qui n'a essentiellement aucun pouvoir militaire et qui dépend complètement des États-Unis, et, par conséquent, a été neutralisée comme menace pour Israël. En fait, elle a soutenu Israël militairement, et lors de nombreux échanges de missiles. Et il y a aussi l'Égypte, qui malgré une armée puissante, est paralysée par sa dépendance envers les États-Unis également. L'Iran est un défi. L'Iran est un pays qui peut contrebalancer Israël, qui peut remettre en cause sa liberté de manœuvre, qui pousse l'équilibre des forces dans l'autre sens. C'est en partie pour cela que les Israéliens ne veulent aucun accord, peu importe son contenu. Parce que si un accord se fait entre les États-Unis et l'Iran, et que l'Iran et les États-Unis cessent d'avoir cette inimitié intense, alors les États-Unis ne vont plus faire pencher la balance dans la région et créer cet équilibre artificiel qui favorise les Israéliens. Les Israéliens n'ont pas la capacité de maintenir cet équilibre à eux seuls, en aucune façon. C'est uniquement grâce au soutien massif des États-Unis, aux frais des contribuables américains, que les Israéliens peuvent avoir cela. Cet accord réduirait cette inimitié, surtout sachant que l'administration Trump, contrairement à Obama, le présente comme un accord de paix. Il voit cela comme une façon d'améliorer la relation entre les États-Unis et l'Iran. Obama évoquait un accord nucléaire très limité et technique. D'autres répercussions auraient été des effets secondaires, ce n'était pas l'objectif. Cela inquiète donc les Israéliens. Deuxièmement, si vous levez les sanctions contre l'Iran,
Vous libérez en fait la capacité de l'Iran à atteindre tout son potentiel. Le dernier obstacle pour les Iraniens sera alors l'incompétence, la mauvaise gestion, la corruption et la répression de leur propre gouvernement, qui a étouffé le potentiel du peuple iranien depuis un certain temps. Le facteur le plus important, à mon avis, ce sont ces sanctions. Les sanctions, au fil du temps, détruisent les pays, détruisent leur tissu social. Et cela aussi est utile à Israël pour maintenir l'équilibre des pouvoirs en sa faveur. Cela aussi sera probablement levé s'il y a un accord. En plus de cela, dans ce processus, les Israéliens ont perdu le soutien d'un grand nombre d'Américains, en particulier des jeunes Américains, à cause de Gaza, à cause de la manière dont Israël entraîne les États-Unis dans des guerres. Donc je peux comprendre que, de ce point de vue, les Israéliens soient très négatifs à ce sujet. En plus de cela, il y a Netanyahou et ses intérêts politiques. Il a besoin de gagner cette guerre pour pouvoir remporter les prochaines élections qui auront lieu en Israël avant octobre. S'il perd ces élections, il ira probablement en prison parce qu'il a de nombreuses accusations de corruption contre lui, mais il en est actuellement protégé parce qu'il est le Premier ministre. Dès qu'il ne le sera plus, il fera face à de vrais problèmes. Donc, tout cela montre que les Israéliens feront tout ce qu'ils peuvent, comme ils l'ont fait par le passé, pour saboter cet accord. Donc Trump doit alors les contraindre, mais à mon avis, aussi les décourager. Et une chose que je suggère qu'il devrait faire immédiatement, c'est qu'il devrait indiquer très clairement, non seulement en parole, mais aussi en pratique, que les États-Unis ne participeront pas à une autre guerre déclenchée par Israël. Donc Israël ferait mieux de ne pas essayer. Parce qu'une partie de la raison pour laquelle les Israéliens essaieraient de déclencher une autre guerre, c'est parce qu'ils calculent qu'ils peuvent entraîner les États-Unis dedans. Mais si les États-Unis rendent cela très clair, et quand je dis par des actions, c'est qu'ils limitent leur soutien militaire à Israël, que les ventes d'armes s'arrêtent, etc. Cela montre très clairement que cela n'arrivera tout simplement pas. Alors ne vous donnez pas la peine d'essayer, parce que si vous déclenchez cette guerre, vous serez seul. Je pense qu'une telle fermeté est nécessaire pour vraiment contrer les incitations israéliennes à saboter l'accord de Trump ici. Oui, très bien dit. Je souhaite aborder un des sujets majeurs traités sur cette chaîne, l'émergence d'un nouveau monde multipolaire. Donc, ce que je voudrais vous demander, c'est si ce conflit a accéléré les efforts de pays comme la Chine, la Russie et des membres du Sud global pour réduire leur dépendance envers les États-Unis. Cette guerre, à mon avis, a été un accélérateur majeur pour faire avancer le monde vers la multipolarité, et aussi pour amener les gouvernements à comprendre que ce processus est désormais réel et à l'intégrer. Déjà, beaucoup de choses n'étaient clairement plus unipolaires, mais les gouvernements ne l'avaient pas encore pleinement intégré. Il faut du temps pour changer ces politiques. Je pense qu'il est très important de comprendre que changer la polarité du monde, ce n'est pas comme changer de vêtements de travail pour des vêtements confortables du soir, ou comme changer de saison. C'est un changement profond qui modifie tous les calculs de chaque pays. Donc cela demande des efforts. Il faut une solide capacité administrative pour pouvoir s'adapter. Et cela va être un processus d'adaptation. Mais ce que cela a montré, cependant, c'est que le parapluie sécuritaire américain n'est ni fiable ni efficace. C'est la conclusion à laquelle la plupart des pays du CCG sont arrivés. Ils vont s'orienter vers un rapprochement avec l'Iran, tout en cherchant à le contrebalancer. Ils achèteront sans doute plus d'armes américaines, mais aussi des systèmes d'armes d'autres pays, sans dépendre uniquement des États-Unis. Ils concluront leur propre partenariat de sécurité avec de nombreux États et diversifieront leur sécurité au lieu de miser uniquement sur les États-Unis. Il est important de noter que la situation diffère beaucoup de l'Irak, où les États-Unis ont gagné militairement en 3 semaines, sans aucun doute. Ils ont atteint leur but politique en éliminant Saddam Hussein. Les problèmes ont suivi, car les États-Unis ne savent pas construire de nation et ne devraient pas s'en mêler. Donc, ils n'ont pas pu stabiliser l'Irak, et cela a fini par devenir un désastre complet. Mais ce n'était pas une défaite militaire, et ce n'était pas non plus une défaite militaire en Afghanistan. Les États-Unis ont perdu la guerre rapidement sur le plan militaire, contrairement à l'issue de la guerre en Irak. Donc, je pense que cela va soulever des questions cruciales sur la capacité de l'Amérique, car les États-Unis sont censés pouvoir mener 2 grandes guerres sur 2 continents en même temps. Ici, on a vu que les États-Unis n'ont même pas pu ouvrir le détroit d'Ormuz. Les Iraniens pouvaient exploiter la géographie militarisée et la guerre asymétrique, même si les drones, à ce stade, ne relèvent déjà plus vraiment de l'asymétrie. Nous parlons d'un pays dont le budget militaire est bien inférieur à celui des États-Unis. Alors, que se passerait-il en cas de conflit réel sur Taïwan ou similaire ? Donc je pense que cela a soulevé de vraies interrogations.
Ce n'est plus simplement une mauvaise stratégie politique après une victoire militaire, c'est une défaite militaire. Qu'est-ce que cela implique pour la polarité ? Certains pays le comprendront plus vite. Je pense que les pays du CCG sont particulièrement agiles. D'autres États ou continents, les Européens, auraient dû voir les signes avant-coureurs depuis de très nombreuses années, et ils ne l'ont toujours pas fait. Ils bougent maintenant. Je pense qu'ils avancent trop lentement. Honnêtement, leur évolution ne m'impressionne pas. Depuis 2022, ils dépendent encore plus du parapluie de sécurité américain. Quoi qu'ils fassent, cela ne nous ramène pas à la situation d'avant. Je pense que nous allons voir beaucoup de bouleversements. Je pense qu'il est aussi important de noter d'ailleurs que je ne crois pas que les Chinois aient fait quoi que ce soit, ou aient profité de cette situation. Les Chinois sont simplement assis là, à regarder les États-Unis se tirer une balle dans le pied. Et ils sont assez sages pour ne pas intervenir. Oui, cela a vraiment été un catalyseur pour la Chine. Nous parlons souvent de la Chine sur cette chaîne et l'avons constaté. Même nos alliés proches comme le Canada et le Royaume-Uni vont à Pékin signer de nouveaux accords commerciaux. Vous savez, il y a même un surnom pour Donald Trump en Chine, le bâtisseur de la nation, parce qu'ils disent que ses politiques ont simplement aidé la Chine à continuer de construire sa propre nation. Donc c'est clairement un très grand changement, vous savez, vers ce monde multipolaire. Oui. C'est intéressant. Jude, on pourrait discuter toute la journée, mais je veux respecter votre temps. J'ai une dernière question pour vous. Si nous nous retrouvons ici dans un an, selon vous, quel scénario est le plus probable? Aurons-nous un accord nucléaire ou serons-nous toujours dans un conflit gelé? Y aura-t-il de la stabilité à l'intérieur de l'Iran? Quelle est, selon vous, la meilleure prévision que vous puissiez donner pour dans un an? Écoutez, tout dépend. Franchement, s'il y a un accord et si cet accord fonctionne. Si vous avez un accord qui fonctionne, je peux imaginer que dans un an, la situation intérieure iranienne s'améliore considérablement. Cela restera tout de même un régime, un système théocratique, un gouvernement auquel un très grand nombre d'Iraniens s'opposeront. Mais si la situation économique s'améliore, combinée à des efforts du gouvernement lui-même pour faire un pas vers la population ou quelque chose de ce genre, je pense qu'il peut aussi naître un nouveau processus dans lequel un changement positif venant de l'intérieur du pays, peut à nouveau être perçu comme viable, et ce, dans une très large mesure.